Alors finalement peut-être que Netflix est sur la cuck share puisque effectivement c'est possible que Paramount rachète finalement Warner Bros. En fait on sait pas trop, c'était deux concurrents pour racheter Warner Bros. Et comme là Netflix a déclaré c'est officiel, c'est nous qui rachetons Warner Bros. Paramount a dit non, on n'a pas encore fini les phases de négociation, donc nous on arrive. Et en fait ils veulent rentrer dans une proposition aux enchères plus hostile pour acheter Warner Bros. Et donc ils veulent aller directement auprès des actionnaires pour acheter des actions. Et en fait de ce que j'ai compris c'est qu'ils veulent acheter en cash Warner Bros. Ils veulent vraiment acheter sans dire vous aurez des actions dans un tel etc. Non, ils veulent vraiment acheter en cash pour tout prendre. Et la vérité c'est que ils veulent aussi racheter tout Paramount. C'est là où il ne faut pas se dire que Paramount va tout racheter parce que non, moi malheureusement je n'ai pas l'équivalent de 70 milliards. Parce qu'en fait la vérité c'est que il y aura beaucoup de gens qui vont titrer des trucs de type Paramount va racheter pour plus cher Warner Bros. Non, c'est pas tout à fait le cas. En fait, si Paramount lance un rachat à 108 milliards de dollars pour Warner Bros. Et pour exactement ce qu'a racheté Netflix, évidemment c'est eux qui vont gagner. Le problème, c'est que déjà, ils vont racheter en cash et non en cash plus action, ce qui fait que c'est quelque chose de différent. Mais surtout que, en fait, ils veulent pas racheter juste Warner Bros. Ils veulent racheter Warner Bros. Discovery. Puisque rappelle que Warner Bros. C'est aussi beaucoup d'autres boîtes. Ils ont aussi énormément de chaînes de télévision. Et en fait, globalement, Netflix a racheté tout ce qui est à droite. Donc tout ça, plus des licences, donc ça veut dire plus plein d'autres trucs dedans. Mais tout ce qu'il y a à gauche de cette affiche-là, donc c'est-à-dire des grosses chaînes comme CNN, Eurosport, Adult Swim, Cartoon Network, les droits pour les JO, les droits pour énormément de choses, ça par contre, ça n'a pas été racheté par Netflix. C'est pour ça que Netflix a annoncé dans son communiqué qu'en fait ça créerait une nouvelle chaîne, ça créerait un nouveau groupe. Le rachat allait créer un nouveau groupe qui serait aussi coté en bourse, qu'il faudrait définir, tout ça. Donc c'est pour ça que les gens globalement sont un peu perplexes sur ce rachat, parce que moi la vérité je me dis est-ce que toutes ces boîtes là valent quasiment 30 millions, parce que là-dessus il y a énormément de choses, il y a énormément de chaînes de télévision, il y a beaucoup de trucs, beaucoup également de créatifs etc. Donc ça fait que on ne sait pas exactement où est-ce que ça va. Netflix a un intérêt sur le divertissement par sur l'information. Mais oui, mais Netflix ne sont absolument pas intéressés par le fait de racheter CNN. Ils s'en foutent d'avoir CNN. Ils veulent juste les studios de télévision, les licences fortes et HBO qui également fait partie du panel de Warner Bros. Streaming et Studio. Et aussi HBO Max, tout ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué en fait, parce que la vérité c'est que Netflix ils ont l'équivalent d'avoir du divertissement en forme de télévision qui sont les matchs de sport, notamment c'est eux qui diffusent le catch depuis récemment. Ils ont également je sais que sur Amazon Prime il y a aussi des trucs comme le Roland Garros il me semble, des trucs du genre. Donc c'est un truc où c'est un petit peu le bordel pour savoir où et quoi, qu'est-ce qui se passe etc. Et globalement ça veut dire que est-ce que Paramount, en fait le débat là qu'il va y avoir c'est est-ce que tout ça vaut 36 milliards. Moi je pense que ça vaut peut-être un petit peu plus, mais voilà. Bizarre de pas vouloir des chaînes télé, ça n'intéresse pas Netflix. En fait Netflix s'en fout d'avoir des chaînes télé. Netflix ils sont en mode nous on veut du divertissement, on ne veut pas aller ailleurs. Et du coup j'ai aussi ce tweet là, la valeur proposée par Netflix est très légèrement plus élevée, mais elle est en partie payée en actions, ce qui pourrait désinciter les actionnaires de Warner. Donc c'est un petit peu ça qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que globalement c'est étrange, donc c'est pour ça que ça va se jouer, je sais pas si ça va se jouer à pile ou face, mais en tout cas ça va se jouer de manière très bizarre. Alors évidemment il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça, donc Warner Bros Discovery se laisse 10 jours pour examiner l'offre de Paramount Skydance et donner une réponse. Le communiqué de Warner Bros Discovery, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery, nommé le conseil. Vraiment, on dirait que c'est un truc... on dirait que c'est les méchants dans les films, quoi. Conformément à ses obligations fiduciaires et après consultation de ses conseillers financiers et juridiques indépendants, examinera attentivement l'offre de Paramount Skydance, conformément aux termes de l'accord conclu entre Warner Bros Discovery et Netflix Incorporated. Puisque, alors, de ce que j'ai compris, il y a quand même un contrat qui a été signé entre Warner Bros Discovery et Netflix pour faire en sorte de mener à bien cette transaction. Et de ce que j'ai vu, c'est que c'était un contrat qui prévoyait 5 milliards
si jamais Warner Bros se retirait. Merci beaucoup Nekmer pour ton sub, merci, ça fait plaisir. Qui prévoyait tout ça. Donc ça veut dire que Paramount devrait aussi payer 5 milliards en plus. Donc on sait pas trop. Warner Bros Discovery prévoit d'informer ses actionnaires de la recommandation du conseil concernant l'offre publique d'achat de Paramount Skydance dans un délai de 10 jours ouvrables. Donc globalement on saura plus d'ici 2 semaines, globalement, parce que 10 jours ouvrables en fait c'est 2 semaines. Donc on en saura plus d'ici à peu près 2 semaines pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ces studios là, qu'est-ce qui se passe par rapport à tous ces mastodontes, parce que actuellement on ne peut pas trop savoir. Et donc, Netflix, forcément, il se chie un petit peu dessus. Notamment, donc on a cette tête Sarandos qui a dit « Non, mais vous inquiétez pas, on va garder quand même le business des cinémas. Vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a qui stressent par rapport à ça. » Alors, en fait, la vérité, c'est qu'ils se chient un petit peu dessus, parce qu'ils se disent qu'en fait, ce qui a fait chier majoritairement, donc là, Directors Guild of America, là, Screenwriters Guild of America, là, les acteurs, etc., plusieurs choses qui ont fait chier les acteurs, qui ont fait chier les réalisateurs, c'est qu'en fait, quand un film est racheté sur Netflix, et qu'un film, du coup, est diffusé sur Netflix, ils n'ont pas ce qu'ils appellent des residuals, qui sont donc des royalties, en fait, tout simplement, globalement, hein. C'est pas exactement la même chose, mais c'est globalement ça. C'est-à-dire que quand un film est rediffusé en salle, quand un film est rediffusé à la télé, chaque acteur a donc des royalties sur le passage, etc. Donc dès qu'une chaîne rachète un film, ils sont obligés de payer ce genre de royalties là pour pouvoir le diffuser. Et en fait sur Netflix, vous avez pas ça parce que c'est pas dans les accords sur Netflix, parce que sinon ça tuerait en partie la plateforme. Donc voilà, ils ont pas ces droits là, et ça veut, parce que ce serait trop dur à jauger de savoir qui regarde quand, etc. Enfin ça se base sur le fait sur le nombre de visionnages, sur le rachat, enfin bref, c'est des trucs très compliqués, mais en gros, la plupart des réalisateurs, la plupart des acteurs, la plupart des créatifs derrière un film ne sont pas pour un rachat par Netflix, ils sont pas pour non plus un rachat par Paramount, parce qu'ils sont en mode, c'est pas dans nos valeurs Paramount, ça on va y revenir, mais ils sont pas pour un rachat par Netflix. Et donc, forcément Netflix, ils ont dû un petit peu faire du damage control et dire nous on est dans le business des cinémas, donc on est pour les cinémas bien sûr, on est pour ça. Alors on sait que c'est juste que vous flippez, on sait ça, enfin personne n'est dupe sur le fait que vous flippez. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient potentiellement réduire la fenêtre de diffusion des films, qu'ils allaient dire non mais ça va se réduire, c'est normal, ça va se réduire, sachant que Warner était déjà sur une fenêtre très très réduite, hein. Ça on va y revenir, mais en fait en soi Superman était sorti quasiment un mois après sa sortie en salle, parce que c'est le modèle de Warner et qu'ils font comme ça, donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu, c'est un rétropédalage où on sent qu'ils se chient vraiment dans leur froc, mais tant mieux de se chier dans son froc dans ce genre de cas. On a aussi, alors ça c'est des autres news qui sont arrivées au même moment, qui sont que Netflix apparemment a considéré racheter Electronic Arts, 21st Century Fox, et pas 20th Century Fox, attention. Je sais plus exactement quel droit ils ont, 20th Century Fox, mais je suis pas sûr. Et la Walt Disney Company dans le passé, avant de racheter Warner. Netflix essaie de racheter Disney, c'est vraiment le petit poisson qui essaie de racheter le gros, genre c'est... Calme-toi, vraiment calme-toi. Et ensuite du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde trouve que c'est un peu désastreux que si Paramount rachète aussi Warner? Parce que la vérité, moi en tant que Français, je me dis quand même je préfère voir les films sortis en salle, donc je préfère que Paramount rachète les films, sachant que Paramount a quand même assuré... si je me trompe pas, est-ce que j'ai un tweet sur le côté, mais Paramount a quand même assuré, eux de leur côté, qu'ils continueraient à sortir des films en salle. Ils sortiraient à peu près 30 films en salle, ce qui est pas déconnant, sachant la force de frappe qu'a Paramount à côté, et sachant que Warner Bros aussi, c'est pareil, c'est une dizaine de films, une quinzaine de films à peu près dans l'année, donc c'est pas si déconnant que ça de se dire que Warner Bros plus Paramount, ça serait à peu près 30 films, quoi. Donc bon, Paramount, ça donne plus un sentiment de qualité vu l'historique. Tout à fait. Non, mais en plus, c'est vraiment un autre des gros majors également. Enfin, je crois que pendant un temps, c'était plus un minor en vrai Paramount, mais c'est quand même une grosse société. Vous connaissez tous la montagne Paramount, etc. Donc voilà, c'est quand même un gros truc. Le problème, c'est que là, on va rentrer dans une question plus politique, puisque, encore une fois, comme je vous ai dit, Paramount, ils veulent racheter tout. Donc, ils veulent aussi racheter les chaînes de télévision. Il se trouve que CNN, c'est une chaîne de télévision qui est plutôt axée... Comment dire?
c'est le quotidien des États-Unis. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous voyez, quotidien avec Yann Barthès, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui est plutôt faite sur la plutôt d'axe centre-gauche, centre-droit pour certains, mais vous voyez à peu près. C'est-à-dire que c'est plutôt une chaîne à tendance démocrate, qui se cache pas non plus d'être à tendance démocrate, mais qui était un petit peu l'inverse, entre guillemets, le versant de tout ce qui est Fox News, etc. Il se trouve que du coup, David Ellison, donc, qui est le PDG, si je ne me trompe pas, de Paramount, aurait assuré aux responsables de l'administration Trump que s'il rachetait Warner Bros., il apporterait des changements majeurs à CNN. Alors, c'est un peu leur BFM, voilà, c'est un peu leur BFM. Donc, c'est-à-dire que, globalement, ça voudrait dire que David Ellison, c'est quand même quelqu'un de, au mieux, très conservateur, mais plutôt d'extrême droite, on va être honnête là-dessus, considéré par certains comme étant des nazis, tout ça. Donc c'est pour ça que le choix est pas très clair non plus. Voilà, mais c'est un peu comme quand iTélé est devenu CNews. Quand iTélé est devenu CNews, tout le monde a gueulé et tout le monde a dit mais c'est dégueulasse et tout. Bon, la chaîne avait déjà pas non plus, était pas non plus des plus de gauche possible, mais c'est comme quand le JDD a été racheté par Bolloré, qu'il a mis Geoffroy Lejeune dessus, enfin voilà. Bon, le magazine n'était pas non plus des plus gauchos ni des plus neutres, bien sûr, mais reste que ça fait un petit cap que de l'annoncer comme ça. Et donc, là, David Ellison, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire en sorte de convaincre Trump, puisque, on l'a vu sur le côté, mais le président Trump a dit qu'il sera impliqué dans la décision à propos du deal entre Warner Bros. Et Netflix. Voilà, il a dit que ça peut être un problème, enfin voilà. Donc, globalement, c'est qui va, racheter Warner Bros. Et en fait, la vérité, moi, je sais que j'ai vu l'avis de Régé là-dessus. Bon, Régé qui est habitué à faire des tweets de merde en ce moment, on peut être honnête là-dessus. Mais PDG d'Oracle, un des cavaliers de l'apocalypse IA avec Palantir, etc. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai vu le tweet de Régé là-dessus. Bon, c'est pas le seul tweet de Régé un petit peu cata récemment. Je ne fais pas confiance à Netflix qui dit continuer la salle de cinéma. Et je ne fais pas non plus confiance à Paramount. Cependant, au moins, eux ont un historique de salle de cinéma. Et je pense qu'il faut un petit peu reculer. En tant que cinéphile, il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Je sais que c'est très dur pour certains cinéphiles de l'accepter, mais il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Et la vérité, si la seule chaîne un petit peu, je dis pas que c'est vraiment une chaîne de gauchisme, mais un petit peu de gauche qu'il y a aux États-Unis tombe, c'est-à-dire CNN, je vous avoue que ça peut avoir des conséquences un peu plus graves que juste, ne pas aller voir des films en salle. On va être honnête là-dessus. Et on va y revenir, bien sûr. Mais pour moi, j'avoue que là, il faut sortir un petit peu de sa mentalité de cinéphile et voir le gros problème là-dessus. Donc voilà, je pense que le cinéma n'est pas le plus important ici, malheureusement. C'est un petit peu le problème. Après, moi, je suis d'accord pour dire que... Enfin, il y a un truc où je suis quand même d'accord, c'est que si Paramount rachète Warner Bros, moi je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura quand même des films entre guillemets de gauche, faut le dire vite, qui peuvent sortir de Paramount. Une bataille après l'autre est sortie de Warner Bros. Et il y a quand même un message où on peut se dire, bon, quand même il y a quelque chose qui se passe dans ce film-là, où je dirais pas non plus que c'est un film de fasciste. Évidemment, il y a plein de problèmes, évidemment que certains me rétorqueront l'inverse, etc. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas non plus un film de nazi, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression de voir un film de nazi quand je vais voir un film comme Une bataille après l'autre. Et c'était déjà par Warner Bros, qui est quand même plutôt droitisé également. Donc bon, si ça permet de continuer à avoir pitié au cinéma, je suis prêt à sacrifier la démocratie américaine. Voilà, en fait, c'est un peu ce truc-là où, pour moi, évidemment, c'est une catastrophe que Netflix rachète Warner Bros. Reste que, quand même, on va pas se mentir, que Paramount, ça serait un désastre pour plein d'autres choses. Dans tous les cas, ce rachat est un désastre. On va être honnête, ce rachat est un désastre. Moi, j'aurais préféré que ça se rachète pas et que... j'aime pas quand il y a des monopoles, en fait, tout simplement, dans la vie. Donc voilà, pour moi, c'est un désastre dans tous les cas. Maintenant, soyons honnêtes aussi par rapport à quelque chose, c'est que pour moi, je préfère sacrifier l'expérience en salle des films Netflix et regarder ça chez moi, regarder ça entre amis, regarder ça dans les meilleures conditions possibles qui essayent un tant soit peu d'émuler la salle de cinéma, plutôt que de voir la seule chaîne à peu près correcte aux États-Unis tomber. On va être honnête là-dessus. Évidemment, il y a plein d'autres axes qui vont rentrer en compte. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais les lois antitrust aux États-Unis. » Les gens, c'est pas possible. Les lois antitrust ont accepté Activision Blizzard Microsoft. Enfin, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.
les lois antitrust ont accepté le rachat de la 20th Century Fox par Disney. Donc vraiment, les lois antitrust sont juste là pour voir s'il n'y a pas un monopole de fou et qu'il y a vraiment... et en plus, là, on rappelle que tout est un peu chapeauté également par Trump, qui lui a tout intérêt à ce que ça soit racheté par Paramount. Ou alors, si Ted Sarandos appelle un petit peu Trump, parce que je pense pas non plus qu'il soit ennemi, je pense quand même que ça pourrait se faire, quoi. C'est la même chose que pour le rachat du UGC, ça se fera petit à petit la fascisation. À voir, hein. Vous savez, le rachat du UGC, ça va pas changer grand chose, parce que bah, UGC, ils produisent honnêtement que des films de merde, on va être honnête là-dessus, sur les films UGC produits, c'est vraiment que des films de merde. Et bah, c'est déjà la régie publicitaire. Canal+ est déjà la régie publicitaire de UGC. C'est pour ça que quand vous allez dans des salles UGC, il y a toujours un logo Canal+ au début. Vous vous dites bah pourquoi c'est là? En fait, c'est juste que c'est déjà la régie pub. Donc en fait, ça va changer pas grand chose, si ce n'est que bah, c'est Canal qui aura les bénéfices de UGC. Mais c'est globalement, ils vont pas se mettre à refuser de diffuser des films de gauchistes ou des trucs du genre. Canal+ a financé l'histoire de Suleiman. Donc vraiment, on rappelle que Canal, ils ont des obligations en termes de cinéma français et surtout, ils sont attirés par le pognon. Et qu'en plus, il y a un point de vue très cynique de dire que Canal+, c'est aussi une entité qui se targue de se dire bah on a pris la thune des gauchistes. Je pense qu'en privé, ils se disent ça, Canal+. Et s'ils commencent à distribuer des films dans les cinémas UGC entre guillemets pour gauchistes, type des Anatomies d'une chute, des histoires de Suleiman, et que ça leur permet d'avoir de la thune, d'avoir quasiment 50% de la thune, bah je pense qu'ils sont très contents. Genre vraiment. Donc bon. Donc c'est pour ça, pour moi, tout ça c'est la faute de Ronald Reagan, tout ça c'est sa faute, tout ça c'est sa faute. Mais c'est pour ça, moi je sais, enfin tac, je vais regarder un petit peu. Mais globalement, ce qu'on a vu, c'est que Ted Sarandos, donc c'est ce que je mentionnais, il a personnellement courtisé Donald Trump avant l'accord avec Warner. Et de ce que j'avais vu également, bah, en vrai, Ted Sarandos, il est en mode, bah moi j'ai l'accord de Trump pour le rachat. Trump m'a appelé, m'a dit oui, bah vas-y, achète ça, etc. Trump peut-être est revenu sur un petit peu tout ce qu'il a pu dire, etc. Mais bah, en vrai, s'il a l'accord de Trump, il a l'accord de Trump. On peut pas dire grand-chose, on peut pas faire grand-chose non plus, quoi. C'est un petit peu là où tout est un petit peu coincé globalement. Donc c'est pour ça que moi il faudra qu'on voit un peu tout ce qui va se passer, parce que là pour l'instant rien n'est très très clair. Il faudra voir qui va remporter la mise entre Netflix ou Paramount. Je pense que dans les deux cas c'est un peu dégueulasse, mais voilà. Mais c'est fait l'accord où il y a encore une chance que ça soit Netflix, car limite je préfère Netflix. Bah Netflix a quand même, moi c'est quand même ce truc où Netflix a annoncé qu'ils l'avaient. Netflix a annoncé qu'ils avaient Warner Bros. Donc vraiment. Et que du coup il y aurait une autre entreprise cotée en bourse. Là du coup bah, on rappelle que Paramount ils veulent pas juste racheter le Warner Bros et ses studios, ils veulent racheter tout. Ça se trouve ils vont juste se contenter de racheter les chaînes de télé, et en fait ce sera le pire des deux cas. Parce qu'en fait non seulement ils vont racheter les chaînes de télé, donc du coup pour les Trumpifier, pour les Fox Newsisés entre guillemets, mais en plus bah, on n'aura pas les films en salle. Donc vraiment c'est ça qui pour moi je trouve que les gens oublient qu'il peut y avoir un deuxième choix un petit peu catastrophique là-dedans. Donc bon, on va voir. Mais globalement, là, l'accord n'est pas encore tout à fait finalisé, que ce soit entre Netflix et Warner Bros, entre Warner Bros et Paramount. On ne sait pas. On a même reçu un mail de Netflix pour l'annonce de l'achat. Non mais, ils ont fait un communiqué sur leur site, ils en ont bien parlé, ils ont super bien... Enfin, ça a super bien fonctionné. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment... tout est fait pour que ça fonctionne, quoi. Tout est fait pour que Netflix rachète Warner, quoi. Donc bon, Paramount qui vont en fait racheter Netflix pour avoir 100% Warner. Non, en vrai, les gens, c'est pas, ça se joue pas comme succession là-dessus, quoi. Mais par contre, là où ça se joue comme succession, c'est que là, du coup, on a un truc. Le PDG de Paramount, David Ellison, a envoyé un SMS à David Zaslav après le lancement aujourd'hui d'une offre publique d'achat hostile sur Warner Bros. David, je sais que tu es sous l'eau aujourd'hui, alors je voulais t'envoyer un petit message. Sache que malgré le tumulte des 24 dernières heures, je n'ai que respect et admiration pour toi et l'entreprise. Ce sera un immense honneur d'être votre partenaire et propriétaire de ces biens emblématiques. Si nous avons le privilège de travailler ensemble, vous constaterez que mon père et moi sont les personnes avec lesquelles vous avez dîné. Non mais c'est... Les gens, c'est vraiment... Là, on est sur du succession. Genre vraiment, là, on est sur du succession. C'est ça qui est fou. Et pour moi, c'est assez badant, mine de rien. C'est assez badant. Parce que
Parce que je trouve que le côté du dire ouais mon père et moi, c'est vraiment on dirait une mafia, c'est fou quoi, c'est vraiment dingue. Donc c'est pour ça, et moi je sais que j'ai vu d'autres tweets, tac tac tac, j'ai vu d'autres tweets comme ceci. Si Netflix rachète Warner, Warner continuera d'exister, si Paramount rachète Warner, Warner disparaîtra et seul Paramount subsistera. Le nombre de films restera le même, il y aura simplement un studio de moins. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense quand même que si Netflix rachète Warner, il y aura quand même aussi beaucoup de gens qui vont se péter la gueule. Enfin, vraiment, il y aura aussi beaucoup de studios qui vont vraiment exploser, quoi. Enfin, forcément, ça va éviter de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de doublons, quoi. Et de se dire, bah, il y a 2 studios qui produisent à peu près la même chose, bon, bah, on les rassemble en un. Enfin, pour moi, c'est un petit peu débile, ce truc-là. Et du coup, ouais, effectivement, Universal qui s'est barré, bien sûr. Mais pour moi, a priori, ça va. Dans les 2 cas, ça serait un peu désastreux en termes de studio. Et d'ailleurs, je sais que j'ai vu ce tweet de Cartoon Brew. 2000 employés de Paramount licenciés se demandent où diable l'entreprise a bien pu dénicher 100 milliards de dollars. Parce que rappelle que Paramount, non seulement ils ont une idéologie plutôt à droite, mais en plus, on rappelle quand même que ils ont viré plein de monde, notamment Skydance. Il y a eu des gros scandales avec Skydance qui a viré beaucoup de monde. Donc vraiment, c'est assez désastreux. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment ce truc de la peste ou le choléra, mais reste que moi je prioriserai toujours un petit peu plus la démocratie et le fait, enfin évidemment, c'est pas pour dire, c'est pas pour faire du usul et dire la démocratie c'est au-dessus de tout, etc. Il faut envoyer l'armée et tout ça. Non, là on parle juste de cinéma, mais on parle aussi de médias et on sait, pour citer encore une fois du usul, que les médias c'est ultra important. Pour citer à nouveau du usul, des hommes politiques ça défile, mais El Kabash et Duhamel ils ont été à la télé pendant 40 ans, voire 50. Donc vraiment c'est là qu'il y a des vrais empires également. Donc c'est pour ça que c'est ce qui intéresse particulièrement Paramount, c'est de racheter principalement les chaînes de télé, et c'est pour ça qu'ils font cette immense offre là également, quoi, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi j'ai envie d'avoir l'avis d'un autre expert. Alors pour info, du coup il y a une vidéo de Durandal qui est sortie en mode bilan de la chaîne, tout ça. Et en vrai, c'est une bonne vidéo, mine de rien. Moi, j'ai regardé des bouts. J'ai regardé notamment ses retours sur Superman, sur Sinners, etc. Je trouve qu'il a bien raison sur le côté où, en fait, quand il parle de Sinners, il dit... Parce que ça l'a beaucoup attaqué. Et moi-même, je l'ai attaqué sur ce qu'il disait par rapport à Sinners. Mais tout en étant plutôt gentil. De dire, bah, franchement... Ce qu'il dit dedans, c'est franchement, est-ce que je suis vraiment la première personne à attaquer, quoi. Et moi je suis d'accord avec lui, c'est pas, pour moi Durandal n'est pas non plus un raciste notoire, enfin il est raciste comme les autres, j'ai envie de dire. Durandal est probablement raciste comme les autres, c'est à dire que tout le monde est plus ou moins raciste, lui il l'est, il n'échappe pas à cette règle là. Maintenant il y a des gens dont le racisme est le projet politique, dont le racisme se transmet partout dans ses vidéos, notamment des Dirty Tommy, tout ça. Donc ça, là-dessus, c'est des gens à attaquer, bien évidemment. Et je comprends qu'un type comme Durandal, qui en plus il précise dans sa vidéo pour dire ouais, mais en soi, moi je sais pas exactement ce qui se passe. Ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose, tout ça. Son retour sur Superman m'a moins convaincu. Enfin, je trouve qu'il se perd un petit peu dans son côté. Mais en fait, ce qu'il dit dedans, c'est que Hawkgirl a été inspirée par Superman. En fait, il dit soit Hawkgirl a été inspirée par Superman et du coup, elle a été inspirée à tuer. Je suis en mode, bah non, elle peut être inspirée par Superman sans avoir envie de tuer. Ou alors, Hawkgirl n'a pas été inspirée par Superman et du coup, Superman ne servait à rien. Et je suis en mode, bah non. Et tu peux inspirer quelqu'un sans pour autant inspirer à tuer. Genre vraiment, c'est justement la base de toute la réplique du je ne suis pas comme Superman. Genre, c'est quand même le truc. Et pour le coup, le truc qu'il mentionne au début qui se passe dans Superman, où t'as Superman qui dit ouais, je l'ai accroché à un cactus, etc. C'est un truc que tu vois pas dans le film. Si tu le voyais dans le film, pour le coup, je me dirais bah putain, le Superman il est sadique. Mais là, tu le vois pas dans le film, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je suis curieux parce qu'en fait, il a fait une vidéo sur la vente de Warner qui se finalisait et en fait, il se trouve que pendant le montage, ça s'est écoulé. Donc c'est pour ça, il revient un petit peu dessus et je trouve qu'il a des arguments assez convaincants aussi. Même si, je suis pas d'accord avec tout. Et puis pour bien mal terminer l'année 2025 cinématographiquement,
David Zaslav est en train de vendre Warner. Alors déjà, le fait qu'on vende Warner, c'est une catastrophe. Oui, c'est quand même... Enfin, on va être honnête là-dessus, c'est la vraie catastrophe dessus. C'est-à-dire que, pour moi, Warner, ça devrait être, entre guillemets, too big to fall. C'est-à-dire qu'ils ont des studios centenaires, ils ont des immenses cartons au box-office depuis des années. Juste qu'ils ont passé une phase trouble pendant le Covid, qui a fait qu'ils ont pris les pires décisions et qui a fait qu'ils ont perdu énormément de gens. Ça, c'est le vrai désastre. Maintenant, c'est quand même une folie de voir qu'un studio comme ça puisse être quasiment en banqueroute suite à juste des mauvaises décisions un petit peu pourries sur les dernières années, et de pas se dire bon bah on va remonter la pente comme on sait le faire, sachant que je veux dire ils ont été tellement présents, enfin c'est eux derrière le Seigneur des Anneaux et Harry Potter qui sont deux des derniers gros succès avec le MCU du cinéma. Et ils ont eu quand même des gros succès, même dans leur DCU qu'ils avaient tenté de faire avec Zack Snyder, tout ça. Il y a eu Aquaman qui a été un immense carton. Enfin, il y a vraiment des films qui ont été des immenses succès, quoi. Bon, ouais, ça paraît pas réel, quoi. Ça paraît vraiment irréel, quoi. Le nombre de films sur le cinéma qui faisaient référence à la Warner, le studio, bah oui. Et je veux dire, pareil, Matrix, ça a été un immense carton. Enfin, vraiment, il y a eu que des décisions de merde. C'est fou. Aquaman, cette purge. Ouais, mais ça, c'est le seul film depuis The Dark Knight de DC qui a généré 1 milliard, quoi. Genre vraiment, quoi. Après, ils sont en soi too big to fall, ils sont rachetés pour 80 milliards les types. Oui, voilà. Non, mais ça reste une somme prodigieuse, bien sûr. Mais bon, ça me paraît, même 80 milliards, ça me paraît pas énorme pour tout le catalogue de Warner, où c'est, encore une fois, c'est 100 ans de films. Enfin, vraiment, c'est énorme, quoi. Donc bon. Après, bon, le niveau du cinéma américain. Non, mais ces dernières années, ça, je suis d'accord. Mais surtout, en fait, là où ça fait bader, c'est que ils ont passé vraiment leur meilleure année, quoi. Ils ont passé une de leurs meilleures années avec Minecraft le film, Sinners, même Une bataille après l'autre qui a quand même sauvé les meubles au niveau de plein de trucs. Donc vraiment, quoi. T'as essayé de te poser une offre. Bah, j'ai essayé, ils ont refusé malheureusement. Donc bon. Fox c'était combien? Fox c'était 70 millions, il me semble. Donc c'était à peu près dans ces eaux-là. Mais pareil, rachat d'Activision Blizzard, Activision Blizzard King par Microsoft, c'était aux alentours de 70 millions, il me semble. Donc c'est vraiment un gros truc. Donc voilà. Mais c'est sûr que c'est pour ça que moi, les lois antitrust, je suis en mode bah non, enfin 100 milliards, t'achètes plein de trucs. Mais c'est pour ça, enfin moi, je vais regarder largest company acquisition. Acquisition. Je sais pas écrire, hein. Ça se trouve, j'ai super mal écrit. Largest company acquisition. Je crois que j'avais regardé, tac. Mais en gros, si on regarde les grosses entreprises qui ont racheté des trucs. Oh non, mais ça c'est avec. Ah oui, ok. Donc là, on a le prix de rachat. Ah ouais, quand même, c'est énorme des milliards. C'est énorme quand même, plusieurs milliards. Mais ça c'est le retour que ça a pu faire. Mais vous voyez que dans la tech, ça rachète pour très très cher, quoi. YouTube racheté par Google, ça a été racheté pour 1 milliard et quelques. Après, c'est vrai que putain, c'est c'est chaud, quoi. Tac, on va regarder. Il y a rien en fait, il y a rien comme chiffre, c'est horrible. C'est horrible comme moment, je suis désolé. Donc bon. Même Superman a assez bien marché. En vrai, alors 600 millions, ça a permis de rembourser. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça a permis de rembourser, tout ça, donc voilà. 44 milliards pour Twitter, il a tellement payé ça cher. Mais en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est que Twitter, le problème qu'il a eu, c'est que Musk, il a été obligé de racheter. Moi, dans ma tête, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que Musk a été obligé de racheter Twitter parce qu'il a commencé à dire, moi, je vous rachète pour 44 milliards. Et après, il y a eu les autorités américaines qui ont dit, attends, je sais ce que tu fais là. Tu essayes de faire monter l'action en bourse de Twitter, donc en fait tu vas être obligé de racheter. Donc voilà. Ubisoft a failli se faire racheter par Bolloré en 2018. Oui, mais je crois qu'ils sont rentrés dans le capital rapidement, enfin avec tout ce qui est Vivendi, tout ça, donc voilà. Studio quasi centenaire qui est là depuis le début d'Hollywood, c'est horrible de le vendre. Potentiellement, le studio qui va l'acheter pourrait complètement, par exemple, raser les studios Warner qui sont un symbole historique d'Hollywood. Là, je pense que quand même c'est pas dans l'intérêt de n'importe quel studio de raser les studios Warner. C'est-à-dire que déjà c'est un lieu que des gens visitent, enfin vraiment c'est un lieu qui est tellement iconique avec ce fameux château d'eau au-dessus, etc. Et surtout bah, c'est tellement pratique d'avoir des studios. Enfin on va être honnête là-dessus, c'est vraiment ultra pratique d'avoir des studios, de faire des trucs dessus et même d'avoir parce que c'est un immense terrain qui a été fondé. On rappelle qu'en fait si tout s'est fondé autour d'Hollywood, c'est parce qu'en fait à la base Hollywood il y avait rien. Hollywood il y avait que dalle, c'était une sorte de désert un petit peu bizarre dans lequel les gens se disaient mais pourquoi aller là-bas, parce qu'en fait bah, c'était vide et du coup tout était à construire. Donc en fait c'est des terrains qui
depuis des années, ont pris en thunes immensément, parce que du coup, forcément, tout le monde s'installe à Hollywood, et acheter des gros terrains à Hollywood, ça a un prix, mais immense, et ça ne fait que augmenter. Parce que bah, tout le monde s'installe à Hollywood, enfin, c'est tellement bien vu Hollywood, même encore aujourd'hui, en mode, je vous dis Hollywood, vous avez cette image de prestige, etc., quoi. Vu l'emplacement, rien que les studios valent le coup. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La compagnie a des chances d'être rachetée par soit Universal, qui est un des plus cons en termes de droits d'auteur, alors que jusque-là, Warner, ils étaient toujours plutôt tranquilles avec moi, plutôt cool quand je faisais des vidéos sur eux. Soyons honnêtes par rapport à quelque chose, c'est-à-dire que moi, je m'en fous un peu, vraiment, je m'en fous un peu de me dire, eux, ils sont chiants niveau droit d'auteur. Vraiment, enfin, je pense que c'est un peu passer ses intérêts personnels avant les intérêts du peuple, du cinéma, de l'expérience en salle, tout ça. C'est pour ça que pareil, le tweet de Régé sur au moins Paramount il sort des films en salle, je suis en mode c'est aussi passer ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du peuple américain et même du peuple mondial, parce qu'en fait, si l'Amérique commence à tomber dans le fascisme, encore plus que maintenant, parce que ça peut tomber encore plus que maintenant, vous inquiétez pas, la barre n'est pas si basse que ça, en fait, le monde entier est impacté, bien sûr. Donc bon, Si. ça se visite, les studios Warner, ils font des visites, de ce que j'ai compris. Les récents rachats sont de plus en plus chers et ça touche des big institutions, j'y vais au ciné maintenant, c'est pas YouTube la nouvelle entreprise, c'est vrai. Donc c'est pour ça même que c'est si énorme, quoi. Ils vont chez Universal, ça va être une catastrophe. Pareil, s'ils vont... Après Durandal, je pense qu'il est pas fasciné par la salle. Je pense qu'il y a de ça. Après, peut-être qu'il a un setup chez lui. Enfin, voilà. Moi, c'est toujours ce truc où, si t'as un setup chez toi qui est vraiment très beau, t'as pas d'intérêt à aller en salle, quoi. Et moi, je sais qu'il y a des tonnes et des tonnes de réalisateurs qui sont en mode, moi, j'ai un setup en salle chez moi et je regarde tout chez moi et je demande à ce qu'on m'envoie des films et puis voilà. Et puis, je les regarde comme ça et au moins, je vais plus jamais au cinéma. Je trouve ça un peu triste parce que pour moi l'expérience de la salle de cinéma c'est aussi de mater plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont parlé de ça, du fait que l'expérience de cinéma c'était quand même quelque chose d'assez primordial, notamment des gens qui disent mais là actuellement il y a quand même quelque chose de très beau de sortir de Hamnet en pleurs et de voir des gosses sortir de Final Fantasy Freddy's en étant tout content. Et moi je suis d'accord qu'en fait c'est magnifique d'avoir autant de choses. T'as les bandes annonces au ciné qui sont vraiment magnifiques. T'as le côté où tu vois, en fait aller au cinéma te permet de te reconnecter avec des gens. Alors évidemment quand on est vieux, quand on est vraiment dans un plus vieillissant et quand on est un peu renfermé chez soi, etc. Évidemment que la salle de cinéma ça peut être pas terrible, mais en fait moi ce que j'invite les gens à faire c'est d'aller au cinéma, c'est vraiment allez-y, ne serait-ce qu'une fois, dites-vous ça, chopez-vous des places grâce à un comité d'entreprise pour que ça soit pas cher, des trucs du genre, prenez pas à bouffer, on s'en fout de tout ça, et vraiment juste vous y allez tranquille, et moi je trouve que, il y a quelqu'un qui dit le modèle cinéma est vieillissant, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je trouve que le modèle cinéma c'est le nouveau cool, enfin vraiment, c'est-à-dire que pour moi il y a un truc où c'est tellement bien d'aller au cinéma, ça permet de te reconnecter avec tout le monde, ça permet de faire un lieu de sociabilisation, et c'est un vrai truc où, alors évidemment, il peut y avoir des moments où ça se passe mal, il peut y avoir des moments où la salle peut être agitée, ça j'ai vu, pareil, j'ai vu un comic strip américain là sortir où en mode ah oui je comprends pas pourquoi les gens ne vont plus en salle alors que et en fait c'est une caricature de personnes noires qui sont en mode vues comme étant des détraqués. Rappelle les gens que la majorité, enfin ce qu'on a vu autour de Minecraft le film, déjà c'était des exceptions dans certaines salles de cinéma, mais surtout c'était un public très blanc, enfin vraiment. Donc c'est pour ça que pour moi il y a quand même un truc où il faut aller au cinéma parce que ça permet de reconnecter au monde et ça permet de ce que je vois, moi j'ai déjà croisé François Ozon en sortant d'une salle de cinéma et j'aime bien le fait qu'il y ait des réalisateurs qui aillent dans une salle de cinéma et qui essayer de se reconnecter. Alors évidemment, les grandes stars de cinéma qui pourraient se faire reconnaître, tout ça, je comprends, bien sûr. Mais moi, quand je sais qu'il y a des gens qui... Ozon causé. Non, François Ozon. Mais grand réalisateur et tout, qui a fait des films pas mal, enfin voilà. Le cinéma, c'est avant tout une aventure humaine. Non, mais c'est quand même un truc où... Et pareil, il y avait quelqu'un qui mentionnait le fait que... Ça, c'était Zack Snyder qui disait... je pense que Rebel Moon a été vu... Ça, c'était la connerie qu'avait dit Zack Snyder. Il avait dit, en gros, Netflix... assume qu'il y a 2 spectateurs pour chaque visionnage. Connerie monumentale, il y a minimum, enfin c'est vraiment, pour moi c'est plus proche du 1,2, quelque chose du genre, enfin vraiment, mais bref, et du coup ils assument qu'il y a 2 spectateurs par visionnage. Ça me paraît
Vraiment énorme. C'est-à-dire que si on regarde, je sais pas, est-ce qu'il y a des statistiques sur combien il y a de passagers dans une seule voiture en moyenne, entre guillemets, en moyenne globale, parce que je pense que c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que je pense que la moyenne des gens qui sont dans une voiture pour faire leur trajet, c'est 1,2, quelque chose du genre. Enfin, peut-être 1,5 maximum, mais voilà. Mais bref, en tout cas, du coup, Zack Snyder, il a dit, bah, Netflix assume qu'il y a 2 personnes pour aller voir un film, pour regarder un film sur Netflix. C'est 1,4, oui, voilà, c'est ça. Franchement, pour moi, si c'est 1,4, le nombre de passagers dans une voiture, bah, c'est à peu près 1,4 le nombre de gens qui regardent un programme sur Netflix. Genre, vraiment. Ça a encore plus bancal que non, mais c'est vraiment, c'est tellement bancal, les gens, c'est tellement bancal. Mais, mais clairement, 2,25 pour les trajets longs. Oui, ça c'est normal. Mais pour moi, un film de cinéma, à la limite, ça pourrait presque s'appliquer de dire pour une série, c'est peut-être 2,25 parce qu'il y a beaucoup qui regardent en couple, qui regardent en famille des séries, tout ça. Mais pour un film, pour moi, c'est 1,4. Enfin, vraiment. Pour moi, un film, tu le regardes tout seul, c'est une expérience assez solitaire. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que le cinéma et la cinéphilie, c'est une expérience assez solitaire et en même temps publique, avec beaucoup de monde, avec une salle qui est bondée, avec une salle qui est remplie. Donc pour moi, c'est un petit peu dans un entre-deux étrange à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que, pour moi, Zack Snyder, du coup, il disait que il y avait Netflix assumait qu'il y avait à chaque fois 2 personnes qui regardaient un film sur leur plateforme. Et du coup, il disait, mon film, du coup, a été plus vu que Barbie ou Oppenheimer. Sauf que la vérité, si Barbie ou Oppenheimer sortaient sur Netflix, ils auraient bien moins de succès. On va être honnête là-dessus. C'est-à-dire que l'effet qu'il y a eu autour de Barbenheimer, donc de la sortie simultanée entre Barbie et Oppenheimer, c'est principalement dû au fait que ça sortait en même temps. C'est principalement dû au fait qu'il y a eu un engouement. Moi, je suis allé le voir au MK2 Quai de Seine ou Quai de Loire, je sais jamais lequel c'est, mais c'est celui qui est quand tu sors de Jaurès, c'est à droite, enfin bref. Mais globalement, je suis allé le voir là-bas et il y avait que des gens qui étaient habillés en rose, qui étaient habillés pour aller le voir, enfin vraiment qui s'étaient bien mis pour aller le voir. Si le film Barbie sortait sur Netflix, personne n'en aurait eu rien à foutre. Genre vraiment, on va être honnête là-dessus. Donc c'est pour ça que vive Barbie, vive Oppenheimer, vive la pub. Non, mais c'est pour dire que ce n'est pas un argument que de dire ouais, mais c'est plus regardé sur Netflix. C'est complètement débile quoi. Donc bon. Ça veut rien dire, des fois tu mates un feed Netflix nul parce qu'il n'y a rien d'autre de mieux, mais bien sûr, mais en tout cas ça n'aurait pas eu le même impact, parce que Barbie ça a eu quand même un petit impact où les gens se sont dit ah quand même il y a un engouement Barbie, etc. Ne serait-ce qu'en termes de thunes, je parle pas en termes de ce que ça a fait, etc. Mais clairement, enfin c'est vraiment... Tac, je regarde juste, qu'est-ce que j'ai, ouais. Ok, mais j'ai des mails un petit peu bizarres. Mais clairement, pour moi, c'est resté un peu plus en mémoire parce que c'est une expérience de cinéma. En plus, c'est une comédie Barbie. Donc il y a ce truc où une comédie, pour moi, tu vis une comédie dans une salle qui est pas très... qui respire pas trop la joie, c'est un peu compliqué. Moi, hier, je suis allé voir un film qui s'appelle La Petite Cuisine de Mehdi, qui est sympa. Et en fait, j'avoue, je l'aurais vu sur Netflix, je me serais dit, quel film de merde. Mais je l'ai vu en salle, avec une salle qui était plutôt réactive, qui riait, etc. Je me suis dit, ah ça va, j'ai quand même pas passé un mauvais moment, quoi. Voilà. Le nombre de films Netflix que mon père a vu en dormant durant au moins... oui, vraiment, quoi. Vraiment. Rien qu'à voir le top 10 hebdo Netflix, on voit bien que les gens regardent n'importe quoi. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis les succès, bénéfices au ciné, c'est mathématique sur Netflix, c'est plus compliqué à jauger. Il y a plus de succès ciné qui marchent que des programmes Netflix, et une fois par an, les records battus. Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est vraiment un truc où, encore une fois, et c'est des films qui marquent. Tu vas voir un film au cinéma, ça te marque. C'est vraiment une expérience. Moi, j'ai vu genre peut-être une centaine de films là actuellement cette année au cinéma. À chaque fois, j'ai quand même un truc à dire sur ma séance, sur le film. C'est quand même quelque chose qui me marque. Les films Netflix que je regarde à la con, il y en a, je les oublie le lendemain. Enfin, vraiment, quoi. On va reparler quand... Peut-être que je vais reparler de Wake Up Dead Man, mais bref. On sait combien de gens regardent le film dans sa totalité parce que ça aussi, ça joue en défaveur de Netflix, je pense. Bah ça, on sait pas trop parce qu'à chaque fois, Netflix, il publie un nombre d'heures. Il publie pas un nombre de visionnages. Enfin, il publie pas un nombre de visionnages complet. Il publie tout le temps des nombres d'heures. Alors, autant ça marche pour des séries, je comprends à peu près, même si, bon, bizarre. Mais pour des films, je trouve ça trop étrange, quoi. Vraiment. Donc bon. Chez Paramount, qui sont aussi très très cons, pour les orientations politiques aussi des studios qui vont racheter le truc, et au final, entre la corde ou le gaz et tout le bordel, l'un des plus intéressants, c'est le troisième, c'est Netflix,
Salut, c'est le Durandal du montage ici. Ah. Il y avait plus de développement normalement dans cette partie, mais pendant le montage de la vidéo, le coup près est tombé et en fait c'est Netflix qui a racheté Warner. Alors, pas sûr du coup, mais vas-y, pourquoi pas. Certains sont même durs à finir tellement tu sais que t'aurais mieux à faire finalement. Mais oui, moi, le nombre de films Netflix où genre je passe au milieu. Enfin, c'est même pas genre se dire je le finis pas, c'est que tu sais, genre je suis avec ma flèche droite et je me dis bon bah vas-y, je vais voir la fin et puis voilà quoi. Considère ça comme une bonne nouvelle car au moins Netflix n'est pas réputé pour interférer dans les films et donc il pourrait laisser la liberté qui caractérise Warner. Ça, c'est un peu vrai. On va être honnête là-dessus, c'est un peu vrai. Même si, moi j'avoue que, en fait, j'ai un rapport un peu compliqué avec Paramount parce que pour moi, Paramount, je l'associe beaucoup aux films Sonic. Et je vous avoue que les films Sonic, c'est quand même un truc où je me dis, bah en soi, ils ont été assez libres de faire ce qu'ils ont voulu faire, de ce que j'ai compris. Il n'y a pas eu trop d'inférences des studios. C'est actuellement leur grosse IP, quand même, à la Paramount, les films Sonic, parce que ça a eu un gros succès. Et je me dis, quand même, mine de rien, ils ont laissé un petit peu faire pour ces projets-là. Pour les projets, parce que pareil, Paramount, ça a porté pendant assez longtemps les Indiana Jones. Tu te dis, vas-y, pourquoi pas. Il n'y a pas un étalonnage Netflix et des caméras obligatoires. Il y a de ça. c'est ça pour moi qui est pas trop réel non plus. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas trop vrai parce que bah, ça impose des caractéristiques techniques. Ce qui n'est pas pour dire que les films sont tous moches. Encore une fois, Frankenstein, c'est quand même plutôt un très beau film, hein, mine de rien. Mais, bah vraiment, pour moi, Warner, enfin, Netflix, c'est quand même une plateforme qui va beaucoup définir les choses, qui va beaucoup définir la gueule de l'image. Je trouve que, moi, du coup, j'ai vu Wake Up Dead Man récemment en salle et je me suis dit, putain, l'image, elle fait vraiment Netflix, hein, quand même. C'est un petit peu un problème. Même s'il y avait des images très belles, des compositions très belles, des cadres très beaux, mais l'image, quand même, ça faisait très Netflix, quoi. Qui les a amenés à faire des chefs-d'œuvre comme The Matrix, comme le Batman de Nolan, comme leurs anciens chefs-d'œuvre, par exemple Casablanca ou des choses dans ce genre-là. Et même, alors c'est trop bizarre parce qu'il a un montage très Link the Sun là-dessus. même si, comme tout le monde, je crains qu'ils en fassent simplement un studio de VOD, ce serait quand même un peu absurde parce que Netflix en interne produit déjà énormément de contenu tout seul. Ils ont pas. Alors oui, ce qui voudrait dire qu'ils pourraient peut-être se dire bon ben on rachète par Warner pour faire que des trucs à licence et éviter de lancer des nouveaux trucs. Peut-être. Pas besoin des studios de Warner pour faire du contenu en plus. Il y a de l'argent à se faire. Sachant que en plus, enfin là du coup le truc ça dit ouais ils produisent 700 titres par an. Le problème c'est que 700 titres ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est des films, des films de fiction, des documentaires, des séries d'animation, des séries live action, de la télé-réalité, beaucoup de télé-réalité. Donc ça voudrait dire, et rappelle que en fait, que si, vous ne pouvez pas regarder tout le catalogue de Netflix, c'est impossible. Dans l'année, même vous prenez un an pour vous dire je vais regarder tout, même au chômage à mort, vous pouvez pas tout regarder parce qu'en fait il y a tellement de slop au milieu que ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que il y a quand même quelque chose où, et il y a aussi, oui c'est vrai que ça le dit, mais il y a aussi des spectacles de stand-up. Donc vraiment c'est impossible de tout regarder parce qu'il y a tellement de contenu. C'est pas possible de vivre sa vie en fait à côté quoi. Pas besoin des. Donc c'est pour ça que pour moi je pense que là ils sont à un point où ils se disent bon on va continuer à produire. Et ils produisent énormément de séries, ils produisent énormément de choses bien sûr. Mais ça veut dire que les gens vont se dire bon ben là il y a la grosse sortie. Moi je regarde pas les séries à la con en mode Monster, de Ed Gein, etc. Je m'en fous. Mais c'est vrai que ce truc de produire, c'est un petit peu compliqué aussi quoi. Donc c'est pour ça ils vont juste se dire, enfin et moi par exemple, je regarde les films Netflix qui font un peu parler d'eux, type Train Dreams, faudra que je rattrape, K-Pop Demon Hunter là j'ai rattrapé récemment, Frankenstein, Wake Up Dead Man, et sinon pas grand chose. Et j'ai pas encore rattrapé le House of Dynamite, mais pareil il faudra que je rattrape, et sinon pas grand chose quoi. Donc bon, tu regardes Elite, non je regarde pas Elite, et je regarde vite fait des séries comme ça. Je regarde Stranger Things parce que je me dis quand même j'ai regardé 4 saisons de cette merde, j'ai envie de finir, mais c'est tout. Studio de Warner pour faire du contenu en plus. Il y a de l'argent à se faire sur les sorties en salle tout de même, et c'est quand même une compagnie qui est intéressée par les profits. Alors ça là où je suis pas d'accord c'est que même si c'est une compagnie qui est intéressée par les profits, faut pas non plus se dire que ça serait une compagnie
qui prendrait les meilleurs choix. Warner l'a justement très bien montré sur le fait qu'ils prennent des choix vraiment de merde parce qu'ils sont motivés par les profits. Mais pourquoi est-ce qu'ils prennent des choix de merde? Bah déjà parce que ce côté est motivé par les profits, mais surtout parce qu'ils se disent c'est le meilleur choix, parce qu'ils croient en des théories type, je sais pas, le ruissellement, type le fait de se dire que s'ils produisent un gros film, ça fait que, en fait, en termes de revenus, ça va permettre de, enfin, en termes de réabonnement, ça va permettre de se rentabiliser, etc. Et en fait, comme Netflix est un organe très flou, on sait pas exactement ce qui se passe. Et moi, c'est toujours le truc, c'est la citation de Steven Soderbergh que je reprends quasiment tout le temps, qui est de dire, soit les plateformes génèrent plus de thunes que ce qu'on pense, et c'est un problème, parce que nous, on n'a pas les fruits de tout ça. Soit les plateformes génèrent moins de thunes que ce qu'on pense, et c'est un problème. Parce que, du coup, ça veut dire qu'elles sont à perte et que ce n'est pas tenable sur la durée. Donc bon. Netflix, donc il y a quand même de l'argent à se faire là-dedans. Et surtout, le catalogue de films de Warner seul, qui fera grossir celui de Netflix, évidemment, avec aussi HBO Max, ne vaut pas, à lui tout seul, ce que Netflix a dû payer pour acheter Warner. Ah, c'est-à-dire. Donc a priori, ils doivent être intéressés par ce que Warner a de différent par rapport à eux. Et ah, en mode, ils pensent que c'est beaucoup trop cher pour acheter Warner. En vrai, sachant que tu rachètes HBO, HBO Max et tous les studios, je pense quand même que ça vaut ce prix-là. C'est pour ça que moi, le truc de 109 milliards, je me dis, bah en vrai, si tu rajoutes les chaînes de télé dedans, c'est trop bas. Mais, enfin, le truc là, la proposition de Paramount, pour moi, c'est un peu trop bas parce que la vérité, ouais, t'as quand même des Game of Thrones d'ici, enfin, t'as des trucs ultra iconiques, quoi, de la part de Warner. On rappelle qu'on avait vu, enfin, j'avais mis de côté un petit truc, mais on avait vu sur le Discord, mais tout ce qui était, du coup, dans les poches de Warner, mais clairement, il y a énormément, genre vraiment, vraiment énormément possible. On rappelle, donc du coup, il y a Friends, qui est quand même une grosse série. Une grosse série pour laquelle Netflix a racheté les droits pour 100 millions. Et je crois juste pour 5 ans, quelque chose du genre. Donc c'est quand même un gros truc. Les Oceans, c'est quand même une grosse série aussi. Les Gremlins, c'est quand même une grosse série. Evil Dead. Alors Evil Dead, c'est pas le cas parce que ça appartient à Studio Canal. Je crois qu'il y a eu une note de la communauté, mais voilà. Ils ont juste les droits de distribution. Mad Max. Mad Max, bon, à la limite, ça s'habite. Matrix. Rien que Matrix, je pense que ça coûte quand même très cher, on va être honnête. Beetlejuice. Bon, ça à la limite. DC Comics, je pense que DC Comics, je sais pas combien Marvel, Disney bought, un truc du genre. Combien, voilà, pour Marvel, du coup, en 2009, donc c'était un moment où Marvel n'était pas non plus au top de sa forme, ça a racheté pour 4 milliards. Je pense que rien que ça, rien que DC, ça peut valoir dans les 3-4 milliards, quelque chose du genre. Adult Swim, alors ça du coup, Adult Swim, Cartoon Network, on n'est pas trop sûr. C'est possible qu'ils aient racheté les droits de tout ça, mais on n'est pas trop sûr parce qu'en fait c'est dans la partie télé en réalité, donc on sait pas trop. Mais voilà. Tom and Jerry, je pense que ça peut valoir quand même. Les Jetsons, ça c'est une série très ricaine, enfin bref, on s'en fout. Casablanca, bon bah ça c'est un film iconique, je pense que ça faut pas non plus énormément, même si le film est ultra iconique. Harry Potter, là quand même on rentre dans un truc qui peut valoir très cher. Je pense vraiment que Citizen Kane, donc ça c'était à la RKO et c'est un truc que Warner avait racheté, donc ce sera à eux aussi. Les Goonies, Scooby-Doo, c'est quand même un truc très gros aussi Scooby-Doo. Rick et Morty, c'est quand même quelque chose aussi. Johnny Bravo. Les Looney Tunes, je pense quand même qu'on peut se dire que c'est peut-être aussi gros que DC Comics. Peut-être un peu moins, mais c'est quand même un truc énorme, les Looney Tunes. Very Bad Trip, ça pareil, grosse saga. Conjuring, très grosse saga aussi. Les Sopranos, immense truc, bien sûr. Et je pense que ça peut valoir peut-être un peu moins que Friends, mais à peu près, quoi. Donc bon, je pense aussi que Netflix, au-delà même de l'intérêt économique à court terme, ils veulent aussi retrouver leur hégémonie sur le marché des plateformes, surtout après l'émergence de Prime et Disney+, ont réussi à imposer comme une concurrence solide. Mais bien sûr. Robot Chicken, bon ça c'est un petit truc rigolo. Mortal Kombat, mine de rien, c'est le jeu de combat le plus joué dans le monde. Quand même. HBO Max, donc avec tout ce que ça implique. Smiling Friends, ça serait potentiellement à eux parce que, en fait, Smiling Friends, mais pareil pour Robot Chicken, pareil pour Rick et Morty, c'est des trucs Adult Swim, donc on sait pas trop si c'est à eux. Les Pires à Feu, les Boondocks, Adventure Time, ça il l'aurait, hein, Alors, quoi que non, c'est Cartoon Network, donc on n'est pas sûr. Sex and the City, ça pareil, une grosse licence quand même. Destination Finale, énorme licence. Cartoon Network, on n'est pas sûr, on sait pas trop.
S'ils achètent pas Adult Swim, ils achètent pas Rick et Morty du coup. Bah en fait on sait pas trop, parce que c'est possible qu'ils achètent quand même Adult Swim, parce que Adult Swim certes c'est une chaîne de télé, mais c'est aussi des licences, donc ils savent pas trop en fait. C'est possible qu'ils achètent les IP, mais pas la chaîne. Ce qui serait bizarre. Mais voilà. Ne serait-ce que ça, voilà. Game of Thrones. C'est quand même un truc où Game of Thrones, on va être honnête là-dessus, c'est énorme tout de même Game of Thrones, on va être honnête. Singing in the Rain, donc Chantons sous la pluie. Ça voilà, c'est un film classique, je pense que ça peut valoir cher aussi. Les Super Nana. Clockwork, c'est vrai, tous les films de Kubrick quasiment. Tous les films de Kubrick quasiment ont été produits chez Warner Bros. Donc quand même. The Big Bang Theory, ça, énormément de succès. Minecraft, on rappelle, le premier film Minecraft, il a fait quasiment le milliard. Et c'est possible que la suite fasse énormément aussi, enfin voilà. Courage le chien Frossard, énorme aussi. TCM, donc ça c'est une chaîne spécialisée cinéma qui est très cool en plus de ce que j'ai compris. Le Magicien d'Oz, le film original, ça pareil, énorme film. Dune 3, donc seulement les droits de distribution, parce que je crois que c'est à Legendary c'est Legendary qui a la licence, etc. Enfin voilà. Les droits pour les films des... Alors, faut se le dire. C'est les droits pour les films uniquement de ce qu'adapte Le Seigneur des Anneaux. Pour tous le reste, ça appartient à d'autres boîtes. C'est tout un schéma très compliqué. Bref, c'est très très dur à comprendre. Tous les jeux Lego faits par TT Games, donc Turtle Tales. Le Monsterverse, seulement les droits de distribution. Et pareil, Isma Vision qui disait les Planètes des Singes, il me semble, si je me trompe pas, que c'est à 20th Century Fox pour le coup. Les derniers Planètes des Singes, il me semble que c'est 20th Century Fox, si je me trompe pas. Et aussi tout ce qui est Warner Bros. Games, donc du coup tout ce qui est Traveler Tale, NetherRealm et Rocksteady. Donc NetherRealm, si je me trompe pas, c'est ceux qui font les Mortal Kombat. Rocksteady, c'est ceux qui font les Batman Arkham. Donc c'est quand même énorme comme truc, sachant qu'il y a des trucs qu'on n'est pas trop sûr, mais juste tout ça, je me dis quand même, je pense que ça peut valoir très très cher, surtout s'ils ont les droits, s'ils ont les studios également, s'ils ont bah du coup les emplacements des studios, tout ça, je pense que ça peut valoir très très cher quand même, tout de même. Donc c'est pour ça ils vont pas acheter, enfin, pendant un temps on pensait que Warner Bros allait être entre guillemets dilapidé, c'est-à-dire qu'ils allaient se dire bon, bah en vrai, tu vas prendre le... comment dire, il y en a un qui va prendre les studios, qui va prendre les emplacements des studios, et il y en a un qui va prendre les IP de Intel, il y en a un qui va prendre HBO, il y en a un qui va prendre tout ça, enfin voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être très très vite énorme, quoi. Et il y avait quelqu'un, enfin voilà, il y avait des gens qui c'était The Wire aussi, qui pareil n'est pas dans la liste, mais bah c'est une série HBO aussi, donc... clairement, c'est énorme en fait en soi. C'est vraiment énorme. Donc bon. Oui, voilà, ils pensaient que ça allait être démantelé, qu'il y aurait des gens qui prendraient HBO, des gens qui prendraient les studios, des gens qui prendraient tel truc, des gens qui prendraient telle licence, des gens qui prendraient juste DC, des trucs du genre. Enfin voilà, ça aurait pu être vraiment dilapidé un petit peu à droite à gauche, enfin démantelé un petit peu à droite à gauche. Mais là, bah du coup, c'est démantelé à hauteur de type. Du coup, si c'est Netflix qui rachète, ça serait, on le rappelle, tac, je vais prendre juste ce screen-là qui est très important là-dessus. Si c'est Netflix qui rachète, c'est tout ce qu'il y a là. Ce qui est déjà énorme, hein. C'est Warner Bros. Pictures, DC Studios, Télévision, Games, HBO Max et New Line Cinema. New Line Cinema qui sont les producteurs notamment derrière les films Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et ça n'aurait pas tout ça. Donc voilà. Sachant que quand même, j'ai ce côté où je me dis que si ils sont en mode on a créé deux compagnies très distinctes, deux entreprises très distinctes, potentiellement qu'il y en a une qui vaut à peu près le prix de l'autre. Mais ça, peut-être que c'est juste moi qui suis totalement fou. Donc c'est pour ça que moi j'y crois pas au truc de Paramount. Je crois pas que ça va passer. Mais bon, je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Warner de valoriser, on rappelle donc tout ça pour à peu près 30 millions. Ça me paraît pas beaucoup, quoi. Donc bon. Quand on fait un tour sur HBO, il y a encore plein d'autres trucs, plein d'autres titres pas cités, c'est terrible. Bah, bien sûr, mais alors après, est-ce que c'est des HBO originales? Pareil, Euphoria, grosse série récente, qui n'est pas dans la liste qu'il y a ici, mais bah, c'est une série HBO. Donc voilà. Et ça serait potentiellement chez Netflix, quoi. Donc bon. Vous avez hâte d'avoir Euphoria sur Netflix? Ou vous avez hâte d'avoir Euphoria réalisé par un mec d'extrême droite derrière? Bon, après, est-ce que ça serait si différent? Je suis pas sûr.
Donc a priori, ils doivent être intéressés par ce que Warner a de différent par rapport à eux, et c'est la distribution en salle. Et je suis plutôt d'accord avec lui en vrai. Quand ils sortent leur propre film en salle, ils font des sorties limitées, mais c'est parce que eux, ils en ont rien à foutre de se faire de l'argent en salle. Le film, il est déjà remboursé par les abonnements. Alors, justement, est-ce que ce serait pas la logique qu'il y aurait derrière le rachat de Warner, qui est de se dire que en soi, on va faire en sorte de produire, parce que pareil, Frankenstein, enfin des films comme ça, c'était quoi? C'était The Electric State là, qui a coûté, je crois, 300 millions, quelque chose du genre. Bon, on voit pas la thune à l'écran, mais je pense pas que ça se rentabilise. Peu importe le nombre d'abonnements, et même en se disant de manière très cynique que les gens vont bouffer de la merde comme ça, je pense pas que ça se rentabilise. Par contre, je me demande en vrai si les sorties limitées, comme la sortie de Frankenstein, commencent pas à donner un petit peu le signal dans la tête de Netflix de se dire, ouais, quand même, il y a du monde quoi, qui est prêt à aller dans ce genre de salle-là, parce que les salles pour Frankenstein, elles sont remplies. Ça s'est étalé, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, il y avait beaucoup de monde qui allait le voir, quoi. Et je pense qu'effectivement, comme Warner, en plus, a passé une très bonne année, c'est possible qu'ils puissent se dire, ouais, mine de rien, on va continuer l'expérience en salle. Mais par contre, c'est possible qu'ils se disent juste, bah non, nous, notre modèle, c'est de les sortir parfois un petit peu en salle, et de les sortir aussi sur notre plateforme, parce que ça rentabilise aussi ça, quoi. Donc bon, pourrait laisser Warner être géré comme avant, mais juste distribuer sur Netflix, non, pour la partie HBO en étant utopique. Je pense que t'es très utopique. Je pense que, en fait, ce qui fait chier, c'est que la partie HBO, on s'en fout. Que ça soit qu'il y ait une fusion entre HBO et Netflix, moi personnellement je m'en fous. De toute manière, la télé c'est fini. La télé, la distribution des épisodes à la télé, tout ça c'est fini. Pour moi ça me fait chier parce que j'aime pas comment Netflix distribue leurs séries. Le fait de tout sortir d'un coup, tout ça, je trouve que ça crée pas d'engouement. C'est nul à chier. Notamment c'était le scandale autour de Stone Ocean, de JoJo's Bizarre Adventure, tout ça. Évidemment. Mais il y a quand même quelque chose où je me dis, mine de rien, que ce qui fait chier, c'est plus pour les films. C'est plus pour le cinéma, bien sûr. S'ils font du film studio, c'est aussi pour ça qu'ils ont acheté toutes leurs IP, toutes leurs grosses licences, etc. Les films qui sortiront en salle, c'est quand même pour les sortir un peu plus de 2-3 semaines et pas faire des sorties limitées comme ils font avec leurs propres films en interne. Notamment parce que pour ces films, il y a généralement des finances externes et elles veulent récupérer leur pognon. Alors oui, le co-directeur de Netflix a dit que l'expérience en salle était dépassée, mais... Ça, moi, enfin bref. Quelle citation de merde, hein, quand même. Je pense, j'espère... Et je pense que c'est plutôt j'espère que je pense. Qu'ils continueront à sortir leurs films en salle, et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas besoin de Netflix pour réduire la fenêtre de sortie vidéo. Ça, il a raison. Universal fait déjà une fenêtre de 17 jours d'exclusivité en salle seulement pour les petits films, et 30 jours pour les gros. Et ça, je suis d'accord avec lui sur le côté où, mine de rien, en fait, tous les studios sont un peu à blâmer. Et en vrai, il y a quasiment que Disney, Sony Pictures qui sont à peu près corrects à se dire quand même au moins 45 jours. Ce qui est demandé d'ailleurs par énormément de créatifs et énormément de cinéastes, c'est de dire quand même, moi je préférerais que ça soit du 45 jours après pour au moins laisser le temps en salle pour le film de fonctionner. On rappelle, c'était quoi? C'était The Fall Guy, je crois. Alors The Fall Guy, c'était par qui? C'était par Universal, si je me trompe pas, comme film. Mais qui est un film qui est sorti, je crois, deux semaines vraiment après. Voilà, c'était Universal en France et aux États-Unis. Et c'était un film qui, effectivement, en fait, il est sorti quasiment 2 semaines après sur leur plateforme, tout simplement parce qu'ils se sont dit, ah bah ça bite, bon bah on le met sur les plateformes. Au lieu de laisser une chance au film, au lieu de se dire bon ben tiens on va le laisser vivre. Et pareil Warner, effectivement ils avaient quand même cette vision de se dire non mais là le film il vit trop, on le sort directement sur les plateformes. Mais parce qu'en fait ils ont tellement habitué lors du Covid, et encore une fois c'est les décisions de merde de la part de la Warner, de se dire on va faire en sorte de créer vraiment de sortir en même temps sur les plateformes et sur HBO Max, parce que ça sera plus pratique quoi. Donc bon, c'est encore une fois décision de merde. Et Warner, et décision court-termiste qui a eu lieu pendant le Covid, alors que nous on avait la chat chronologie des médias qui a permis de subvenir à tous les besoins qu'on avait pu avoir, et ça c'était trop bien. C'était déjà rapproché de ce modèle avec une fenêtre de 45 jours en général. Superman, sorti en juillet, était dispo le 15 août en achat en VOD aux US. Oui. Donc bien que ce ne soit pas le choix idéal, parce que c'était entre la corde ou le gaz, c'est à mon avis la meilleure chose qui pouvait arriver à Warner, d'être récupéré par Netflix. Et je suis un peu d'accord. En vrai, on va être honnête, c'est-à-dire que moi j'aurais préféré peut-être potentiellement Universal, même si Universal sont vraiment pas parfaits et qui prennent des décisions de merde. J'aurais préféré Universal à Paramount, mais en vrai, quitte à avoir des choix entre... du coup, vu qu'Universal s'est retiré, c'est plus trop un choix. Quitte à avoir le choix entre Paramount
et Netflix, bah, effectivement, Paramount, c'est des immenses faf qui vont potentiellement réformer tout ce qui est CNN, etc., pour en faire une sorte de Fox News 2.0. Donc voilà, pourquoi Universal? Bah, ils étaient un peu dans la course au tout début, et en vrai, c'est un studio historique. Enfin voilà quoi. La chronologie des médias risque d'être encore plus sous pression avec plus de pouvoir chez Netflix. Ouais, à voir. Après, là on se dit, ouais, c'est sous pression, mais à voir aussi les décisions de Netflix, à voir aussi comment c'est possible. Rappelle que Netflix finance pas mal du cinéma français également. Donc à voir, peut-être qu'ils vont commencer à se dire, bah en vrai pour le cinéma français, peut-être qu'on peut faire une exception, puisque en fait c'est vraiment une exception, hein, qui finance à tel point le cinéma français, qu'ils aient des accords avec la Cinémathèque française, qu'ils restaurent des films également, qu'ils aient participé à la restauration notamment du Napoléon d'Abel Gans, des trucs du genre. Donc on se dit quand même que la France a toujours été un petit peu vue différemment de la part de Netflix, donc à voir. Moi je suis pas trop sûr, mais je pense pas. Mais notamment, c'était un truc qui avait été pointé du doigt. Mais en gros, t'avais. Ah putain, t'avais comment ça s'appelle bon, je retrouve plus le tweet, on s'en fout. Mais en gros, t'avais quelqu'un qui avait pointé du doigt le fait que les différences entre Netflix World et entre Netflix USA et Netflix France, c'est que en fait, pour le film donc Peaky Blinders, alors. Bon, téléfilm à la con, ça on peut être honnête là-dessus, c'est vraiment un téléfilm juste pour surfer sur le buzz de la série. Mais pour le film Peaky Blinders, aux US, il y a écrit que ça serait dans certains cinémas le 6 mars, et que ça serait seulement sur Netflix le 20 mars pour nous. C'est-à-dire que nous, on s'en fout, quoi, on n'a pas du tout ça. Donc c'est pour ça que c'est quand même leur gros film, j'ai envie de dire, leur grosse production qu'ils attendent de fou, dans laquelle il y a Cillian Murphy qui est quand même, qui a eu un Oscar récemment, tout ça. Donc on se dit, bah oui, évidemment que ça va tomber là-dedans et qu'ils vont commencer à se dire, bah non, par contre, les sorties en salle pour les films Warner, vous pouvez vous brosser, quoi. Donc bon, il y a un monde où dans 2 ans, notre gouvernement arrête de leur demander de financer le cinéma français. C'est possible aussi. C'est pour ça que ça va être un petit peu important de bien voter dans 2 ans. Donc bon. Il faut voir maintenant si les lois antitrust américaines vont Ça ne sera pas un problème, les gens. ne pas s'opposer au rachat, mais on avait dit la même chose pour Disney et la 20th Century Fox, et au final c'est passé. Oui. Il faut voir aussi si les autres pays vont pas s'y opposer, parce que Netflix c'est une entreprise globale qui a des contrats avec le Royaume-Uni pour des studios et de la production, avec la France pour de la production. C'est vrai. Donc, tous les autres pays Je pense pas que ça soit un problème. peuvent dire leur mot et bloquer la vente. Par contre, je pense que la fenêtre de diffusion de la chronologie des médias sur Netflix va peut-être changer. Peut-être qu'ils vont se dire, bah regardez, on investit énormément, go nous mettre 6 mois, quoi. Et en vrai de vrai, moi je suis en mode la chronologie des médias, c'est très très bien. Si c'est 6 mois, vas-y. Faut pas descendre en dessous, mais voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas la même chose que Disney. Vous n'aurez pas Black Panther 2 en salle si vous ne donnez pas un meilleur délai. Leur intérêt restera des délais plus courts que ce qui se fait actuellement en France. Non, mais ils veulent, au-delà même de délais plus courts, ils ne veulent pas de la chronologie des médias. Ça les fait chier. C'est pour ça qu'ils sont obligés de financer des films français. Ils le font pas de bon cœur de financer des films français. Juste, ils se disent, bah, on a dans nos contrats, si on veut être, on rappelle, dans la chronologie des médias, il y a une différence entre une plateforme classique et une plateforme vertueuse, entre guillemets. Et les plateformes vertueuses, c'est des gens qui investissent en France. Parce qu'on a ce modèle économique là. Et en fait, les plateformes qui investissent en France, ça fait que t'as des films comme Thunderbolts qui peuvent sortir 9 mois, je crois, après leur sortie en salle en France. Parce que bah, là, actuellement, ça fait la pub pour dire ouais, il est dispo 30 jours après sur Disney+. Enfin, il est dispo le 30 janvier sur Disney+. Et voilà. Ça finira par être réduit au niveau des sorties DVD Blu-ray à 4 mois. En vrai... non, après, moi en fait, c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a un futur chelou, je doom un petit peu et je me dis non, mais en vrai, c'est pas si mal, etc. Alors que bon, c'est un peu de la merde aussi. Mais moi, c'est vrai que ce truc de se dire, bah en vrai, si c'est 4 mois, 6 mois, bah je pense que c'est ce qui va nous attendre aussi, quoi. D'avoir cette réduction-là de la chronologie des médias. Où évidemment, d'ailleurs, Terranio, tu disais, vous n'aurez pas Black Panther 2. La vérité, c'est qu'il faisait pas miroiter la sortie de Black Panther 2. Il faisait surtout miroiter en se disant, si vous n'avez pas Black Panther 2, vous savez que notre film d'après, c'est Avatar 2, les gens. Et si vous n'avez pas Avatar 2, les salles de cinéma, c'est quasiment finito, quoi. Donc bon, c'est pour ça que ils ont cette vision de se dire, bah il faut... Après, en même temps, ils sont pas bêtes, ils se disent, bah, Avatar 2 va tellement nous faire de la thune, quoi. Chronologie des médias, un mois, c'est parfait. Non, c'est nul à chier, les gens. Non, vraiment, un mois, c'est nul à chier. On va être honnête. Genre pour moi, ce que demandent les réalisateurs, c'est généralement 1 mois et demi, donc 45 jours.
6 mois, c'est trop long, aucun cinéma garde un film 3 mois. Là, en fait, où vous comprenez pas comment ça marche le cinéma, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de cinémas qui fonctionnent en deuxième semaine, qui fonctionnent après. Et qui fonctionnent autour à 3 ans et je suis content, oui à la limite. Mais en fait, il y a beaucoup de cinémas qui fonctionnent en deuxième salve, je sais plus exactement, pour dire que, en fait, typiquement, il y a encore des cinémas qui diffusent certains films qui ont été diffusés là au mois de novembre. Mais en fait, où c'est la première semaine qu'ils les diffusent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cinémas qui attendent de voir les chiffres qu'il peut y avoir sur ce qui se passe à Paris, sur ce qui se passe ailleurs, etc. Notamment, il y a un film qui a plutôt bien marché l'année dernière, c'était 20 Dieux, qui a quasiment fait, je crois, 1 million d'entrées, si je me trompe pas, et pour un budget minuscule en plus. Et en fait, ce qui s'est passé avec 20 Dieux, c'est qu'il était sorti dans les grandes villes et à Paris pour voir un petit peu l'engouement que ça avait, et après, il était sorti en province, et il était sorti dans des plus petites villes. Donc voilà, ils attendent aussi d'avoir des copies pour moins cher, je crois. Oui, c'est aussi ça. Mais c'est aussi parce que c'est moins cher, mais c'est aussi pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui permet d'attirer du spectateur, quoi. Et donc c'est beaucoup de cinémas indés qui fonctionnent comme ça, des cinémas municipaux aussi, des cinémas qui sont opérés par la commune, où en fait t'as des prix vraiment très peu chers pour ça. En banlieue, il y a plein de petites salles qui fonctionnent comme ça aussi. Mais oui. Et moi j'ai un pote qui a récemment qui gère une association, qui a récemment acheté qui est membre d'une association, je sais plus exactement laquelle, je sais plus exactement comment ça se passe, mais qui est membre d'une association qui a récemment racheté un cinéma. Et en fait, ils vont opérer comme ça, ils vont opérer en deuxième salve, parce que c'est moins cher, les DCP sont moins chers, et en plus, tu peux voir qu'est-ce qui a généré de l'engouement, etc. Et c'est un modèle économique qui est disponible sur beaucoup de salles, quoi. Si le spectateur se dit dans un mois je l'ai, jamais ils vont se déplacer en salle. Mais évidemment, c'est pour ça que c'est très dangereux de se dire dans un mois, quoi. Pour moi, c'est minimum 3 mois. Minimum 3 mois, tu peux commencer à dire, bon, quand même, je vois qu'il y a un engouement, j'y vais. Mais voilà. En plus, c'est plus confortable en général et moins cher, oui. Mais c'est pour ça, pour moi, c'est minimum 3 mois. Et c'est pour ça que je me donne de la marge et je me dis, il faudrait que ça soit 6 mois, que ça soit réduit à 6 mois. Et puis voilà. De toute façon, là, les gens, pour les plateformes vertueuses comme Disney, tout ça, et comme Canal aussi, c'est réduit déjà à 9 mois, quasiment 6 mois, quoi. Sur Canal, t'as déjà des films qui sont disponibles 6 mois après. Parce que ils ont des accords et que c'est la plateforme la plus vertueuse, vu que c'est le premier partenaire du cinéma français. Donc c'est pour ça qu'il y a des négociations comme ça qui sont opérées. Et c'est aussi des démarches où, typiquement, si Canal retire un petit peu ses billes de la distribution du financement du cinéma français progressivement, c'est parce qu'ils ont vu que que Disney finançait un petit peu plus, que Netflix finançait un petit peu plus, et que eux, ils avaient des fenêtres ultra avantageuses. Mais voilà. Le film de Cannes, par exemple. C'est-à-dire. Mais globalement, c'est pour ça que pour moi, là, actuellement, c'est à 9 mois, la vérité. Et avec Netflix qui rachète Warner Bros, ça va passer à 9 mois. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va encore diminuer. Ça va diminuer probablement à 6 mois. Si ça reste à ça, pourquoi pas, quoi. Ah, pour Canal, ok. Oui, c'est ça. C'est les films qui sont diffusés à Cannes et qui sortent direct. Typiquement, moi, je me souviens que Furiosa, en fait, il était dispo en fin d'année. Parce que il était diffusé en mai, fin mai, un truc du genre. Et il était dispo, en fin d'année, quoi. Clairement. Donc bon. Après, si ça force à Netflix à investir encore plus pour passer à 6 mois de chronologie, c'est bien. Oui, voilà, c'est toujours un truc où c'est des négociations qui s'opèrent. Et d'ailleurs, on sait pas exactement ce qui s'est passé lors des négociations pour Black Panther 2. Je pense qu'en fait, ce qui a été dit, ça a été de dire, financez plus le cinéma français, et vous aurez moins, et vous aurez plus. C'est possible que ce soit ça, hein. Moi, je sais pas trop, hein, je suis pas sûr. Et enfin, les professionnels du milieu voient cet achat d'un très mauvais œil, apparemment. Et il est possible. Alors, ils voient aussi du très mauvais œil le rachat de Paramount, hein. Le rachat par Paramount, hein. Parce qu'en VOD il n'y a pas de royalties et à chaque fois que les films séries sont rediffusés, et c'est avec ça que 90% d'Hollywood, les plus petits, vivent. Oui, bien sûr. Et sachant que les royalties c'est vraiment ridicule, mais il y en a qui vivent comme ça, quoi. Possible que la guilde des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs fassent un recours en justice pour empêcher l'acquisition de Warner par Netflix. Donc rien n'est fait pour l'instant. Oui. Moi, de façon un peu égoïste, j'avoue que au niveau problème de droit d'auteur, c'est un peu ma situation idéale que ça. Je comprends en vrai qu'ils sont comme ça, hein, bien sûr. Même si, après, il le reconnaît, hein, c'est d'un point de vue un petit peu égoïste. Ça part chez Netflix, parce qu'ils semblent pas être trop chiants à ce niveau sur YouTube. Essayons de voir ça positivement. Malgré ce que j'avais dit à la fin de ce segment, et je vous mets la fin du segment. Au final, du coup, entre les trois, je dirais plutôt Netflix, mais en vérité, aucune des trois solutions n'est bonne.
C'est vrai. Pour le Il a raison studio en là-dessus. lui-même, pour sa valeur historique, pour son catalogue, rien que les motivations de base, je veux dire, la seule raison pour laquelle il veut racheter. Est-ce que c'est vrai que le fait que le groupe Canal ait quitté la TNT, ça fait baisser les subventions du cinéma? Moi, de ce que je me souviens, de ce qu'on m'avait dit, c'est que personne comprenait, que personne comprenait exactement ce que ça voulait dire en termes de subventions de cinéma, mais probablement que c'est un peu lié à ça aussi. Donc bon. Le moment où il y a eu Bref 2, c'est le moment où Disney a eu son avantage, c'était lié au financement, oui. Ok. Oui, parce que, bah, en fait, si Bref est diffusé sur Canal, si Bref est diffusé sur Canal et Bref 2 sur Disney+, c'est tout simplement parce que c'est l'évolution logique des choses. C'est-à-dire que bah, je pense que Cannes et Navo n'ont pas envie d'être associés à Canal+, mais aussi que probablement que pour Bref 2, en vrai, c'est l'évolution la plus logique, quoi. Donc bon. Ils veulent racheter Warner, c'est pour devenir aussi gros que Disney, quoi. C'est la grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf. Ils veulent racheter un truc assez imposant pour avoir un poids à peu près comparable à celui de Disney. Et c'est une catastrophe de faire un truc comme ça, quoi. Pour les fans de cinéma, c'est vraiment une tragédie. Honnêtement, c'est une tragédie. Ouais. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est terrible que ça arrive, et encore plus dans ces conditions-là, avec ces acheteurs potentiels-là, quoi. C'est la pire chose possible qui pouvait arriver à ce studio. Ouais. Je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté. ça me rend très triste de voir ce qui se passe pour Warner. Qui est un des studios que j'ai toujours préféré. Vous savez, c'est en vrai quand même, on revient à ça, moi j'en avais déjà parlé quand j'avais parlé du rachat par Netflix, c'est quand même un des studios qui en avait le plus quelque chose à foutre du cinéma, quelque chose à foutre de l'expérience cinéma. C'est quand même ce truc-là, au moins on peut le reconnaître ça. Je rappelle le slogan de Alien vs Predator. Peu importe qui gagne, nous on perd. Oui. C'est exactement comme ça que je vois cette vente. Exactement. Peu importe qui va gagner, nous on sera perdant. Et le cinéma sera perdant. Oui. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Bon, c'est pas la mort non plus, mais c'est vrai qu'il a raison là-dessus, c'est que c'est terrible, et on va être honnête, c'est vraiment plus terrible si c'est Paramount. Parce que ça a plus d'implications à côté, il y aura beaucoup de films qui vont probablement sauter également, il y aura probablement des films qui vont plus être financés. En fait, c'est quand même ce truc où Netflix, encore une fois, moi j'en ai parlé dans le cadre du rachat de Warner par Netflix, quand il y avait l'annonce qui était tombée là il y a quelques jours, quasiment une semaine, mais c'est quand même un truc où au moins les films existent sur Netflix. Au moins on peut les repartager, même s'il n'y a pas d'engouement, même s'il n'y a pas de hype, etc., ce que vous voulez, au moins ils existent. Au moins le Frankenstein par Del Toro, il existe. Au moins Athéna par Romain Gavras, il existe. Pareil, Athéna, Romain Gavras, il est revenu sur le fait que le film n'aurait pas pu exister ailleurs. Il y aura des acteurs et des... Oui, parce que, rappel, hein, Paramount, on fait une liste d'acteurs à blacklister. C'est pas pour rien hein, qu'on dit que c'est des nazis, etc. Hein. C'est vraiment, ils ont fait une liste d'acteurs à blacklister. Parce qu'ils ont trop soutenu la Palestine. Notamment. C'était pour ça. Parce qu'ils ont dit, ces acteurs-là sont antisémites. Des trucs du genre. Netflix, pour le meilleur ou pour le pire, ils financent encore Dave Chappelle. Donc voilà. Et au moins Batwoman existe chez Marvel, ouais. Mais, au moins... il y a quand même ce truc où il y a des films qui existent sur Netflix. Pour le meilleur comme pour le pire, ils existent et pas dans les meilleures conditions, mais voilà. Donc à voir le futur, à voir comment ça va se régler. Encore une fois, ça se réglera d'ici 2 semaines. Mais voilà. C'est à voir un petit peu comment ça va se passer pour le milieu du cinéma. Donc voilà. En tout cas, c'est très triste.